Vous les avez forcément déjà vus ou croisés, on parle ici des bornes de recharge pour voitures électriques que l'on trouve sur les parkings Carrefour. Oui. L'opérateur s'appelle Driveco, ça tombe bien, on a son patron aujourd'hui sur le plateau de Survolté, on va répondre à plein de questions dont on ne trouve pas forcément les réponses sur internet. Quelle panne est la plus courante? La recharge d'une voiture électrique en 5 minutes arrivera-t-elle bientôt en France? C'est tout de suite pour Survolté. Yann, merci d'être là aussi. Patron de Driveco, réseau de recharge rapide pour voitures électriques en France. Alors c'est assez rigolo parce que je pense que tout le monde vous connaît sans vous connaître. C'est vous par exemple qui équipez les parkings des magasins Carrefour. C'est ça, exactement. Il y en a il doit y en avoir un paquet du coup. C'est ça, quelques centaines, 450 stations. Ouais. 450 stations, ça fait à peu près 2000 bornes qui sont en cours de déploiement. Donc on est à peu près à 2 tiers des déploiements aujourd'hui, et c'est un programme qui va durer jusqu'à la fin de l'année, donc on a encore pas mal de stations à mettre en service. Ouais. Et tu disais qu'on est un opérateur français. Depuis quelques mois, on est aussi présent en Italie, Espagne et Belgique. Donc on est parti à l'international. Voilà, pour la première fois. Et effectivement, au-delà des carrefours, notre volonté, c'est de déployer notre propre réseau de recharge. C'est-à-dire qu'on construit, on exploite et on finance les stations, qui n'étaient pas le début de notre histoire, parce que Driveco, c'est une longue histoire dans la mobilité électrique qui a commencé en 2010. Entre 2010 et 2016, on a fait justement des choses très innovantes qui alliaient les panneaux solaires, le stockage d'énergie, la recharge des voitures. Parce qu'en fait, on a construit toute une plateforme. Ça a pris de la forme d'une ombrière photovoltaïque, mais qui produisait son propre énergie, du coup verte, parce que ça, c'est très important pour nous. C'est notre raison d'être, sinon on n'est pas là. On est là pour faire en sorte que la mobilité devienne de plus en plus propre. Et donc, on a construit une station qui produit son propre énergie. Quand la voiture veut se charger, du coup, on envoie l'énergie directement depuis les panneaux. S'il n'y a pas de voiture, on le met dans la batterie. S'il y a une voiture qui vient la nuit, du coup, on décharge la batterie pour le mettre dans la batterie de la voiture. Et sinon, le surplus est envoyé sur le réseau. C'est comme ça que Driveco a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est sur plateforme technologique, parce que voilà, notre volonté, c'était d'une part, comme je disais, décarboner la mobilité. Mais pour décarboner la mobilité, c'est une industrie qui est très, très complexe. On ne se rend pas compte, en fait, quand on est en voiture, on branche juste une prise dans le socle de la voiture. Mais derrière, il y a une technologie des bornes très, très puissante. Il y a le pilotage d'énergie qui est très, très important également. Il y a aussi la capacité d'avoir des logiciels qui sont connectés avec les stations en temps réel pour les piloter, pour détecter des pannes. Et in fine, le client est roi. Donc, je considère que celui qui a fait le pas vers l'électrique, il y a aujourd'hui à peu près 4% de la population qui conduit en voiture électrique, on doit leur fournir une expérience irréprochable. Et je pense que l'électrique a le potentiel d'être encore plus simple que la voiture à essence. Et donc, c'est ça Driveco, c'est pour ça qu'on y travaille, c'est de construire des stations qui sont attirantes, qui sont à des lieux où on va naturellement stationner. Donc, supermarché, c'est un endroit où c'est nécessaire d'y aller, tout simplement. Et quand on arrive, en fait, notre volonté, c'est de réduire le temps de recharge à quelques secondes. Le temps de brancher le véhicule, et puis on continue, on fait ses courses, on va dire, naturellement. Voilà, donc c'est ça, Driveco un peu notre histoire, mais voilà, je peux développer aussi sur toutes les autres choses qu'on fait. J'ai une question, c'est du coup, est-ce que toutes les stations Driveco ont une ombrière avec des panneaux solaires et des batteries, ou ça dépend, il y en a encore, ou ça c'est plus trop installé? Donc, la réponse est non. Donc, c'était une expérimentation qu'on a voulu faire pour bâtir une plateforme technologique qui est inégalée en France. Et une fois qu'on a bâti cette plateforme technologique dans le cadre du projet R&D, on s'est dit maintenant, il faut qu'on commence à commercialiser nos solutions. Donc, on a commencé à vendre nos stations à des exploitants de parking. On a commencé avec Leroy Merlin qui achetait pas mal de bornes chez nous. Une de nos bornes, on fabrique nous-mêmes. On a une usine à Angers. À Angers ? À Angers, c'est ça. J'ai la famille là-bas, c'est pour ça que... Voilà. Donc, et donc, c'est une borne 22 kW. Donc, aujourd'hui, considérée lente.
À l'époque, c'est accéléré, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, mais aujourd'hui, c'est... Au domicile, c'est pas mal déjà. Ouais, voilà, au domicile, c'est bien. Hein, non, mais au domicile, effectivement, si on peut surdimensionner pour le domicile, mais effectivement, nous, on est un acteur pour la recharge publique, donc ouverte à tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec de plus en plus de bornes rapides, c'est-à-dire 150 kW, 200 kW, en fait, la borne 22 ne sert plus un besoin utilisateur. Et donc, j'ai oublié la question. Non, c'est bon, vous avez répondu, c'était savoir s'il y avait encore des ombrières. Donc, sur les ombrières. Et donc, quand on met des stations de recharge, en fait, nous, qu'on investit notre capital, parce qu'on finance la station, on va essayer d'optimiser tout au maximum, tout en restant fidèle à cette expérience client qui doit être maximale. Et aujourd'hui, si on couvre une station avec des panneaux solaires, la production des panneaux solaires reste très limitée. C'est-à-dire c'est largement sous-dimensionné par rapport aux besoins de recharge. Donc c'est pour cette raison que les stations ne sont pas équipées des panneaux solaires. Ok, ben ça peut faire le lien du coup avec l'autre question, c'était est-ce qu'on gagne de l'argent avec cette activité? Et du coup, en combien de temps ça devient rentable une station? Parce que j'imagine, je ne sais pas si vous avez des prix à nous partager sur le coût d'une borne de 150 kW ou de faire une station avec 10 bornes, ça doit être un capital énorme avec le génie civil, les bornes, etc. Donc la question, comment on gagne de l'argent? Est-ce qu'on en gagne, oui ou non? Enfin, en combien de temps c'est rentable? Voilà, si vous avez des petits infos, nous partager ou pas. Donc, on l'espère qu'on gagne. Encore une fois, c'est notre raison d'être. On pense que c'est important d'être propriétaire de notre propre infrastructure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les stations de recharge, c'est comme l'industrie de retail ou de l'immobilier. Il y a 3 facteurs clés au succès, et je pense que vous le connaissez. C'est location, location, location. Voilà, donc c'est ça. Et donc nous, pour cibler le bon endroit où installer nos stations, on a des outils assez sophistiqués, donc des logiciels qui nous permettent d'avoir des données réelles et historiques sur une zone donnée, sur un site donné. Donc on peut mettre une zone GPS et on peut savoir combien de personnes vont venir à pied, à vélo, en voiture, combien de passages des voitures il y a à côté, donc ce qu'on appelle nous de long distance roaming, donc c'est les gens qui font des longues distances. Et avec toutes ces données, on est capable d'estimer, en prenant aussi en compte le taux de pénétration de véhicules électriques sur la zone donnée, quel est le potentiel énergétique d'un site. Et face à ce potentiel énergétique, donc la demande qu'il peut avoir sur ce site, on va mettre on va dimensionner notre station. Donc si c'est une zone, on va dire un supermarché moyen où il y a du passage, mais pas énormément de passage, dans une zone qui n'est pas très dense, on va plutôt mettre une borne rapide. Plus on augmente en densité et en potentiel trafic, on va mettre plus de bornes rapides. Donc on va être sur des stations qui font en moyenne 2 bornes rapides, mais on est aussi sur des grands centres commerciaux où là on va être sur des stations assez grands qui vont faire 10 ou 20 bornes rapides. Votre max, c'est 20 là actuellement en borne sur une station? Alors aujourd'hui, on a une grosse station dans le sud de la France qui est en cours de construction où on doit avoir 40 quand même, le potentiel à terme, parce qu'on ne va pas installer tout de suite. Ok, mais c'est dimensionné pour... Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1,5 million de véhicules électriques en France, ça fait à peu près 4%, et ça va croître de façon assez exponentielle. Donc, lorsqu'on sécurise un site, on regarde, on compte les voitures. S'il y a 100 voitures thermiques, sous les 100, il y a 4 qui sont électriques. Demain, ça va être 5, 6, 10. Et du coup, c'est vraiment le potentiel du site qui va croître avec le temps. Et plus on est loin, plus on est en 2030, 2035, il y aura plus de véhicules électriques et du coup, plus de besoins de se recharger et on va agrandir la station. C'est vraiment comme ça qu'on réfléchit à dimensionner nos stations. Et le logiciel, là, qui a l'air complètement dingue, c'est assez fou. Est-ce que, du coup, il y a des tendances régionales qui se dégagent? Est-ce que, grâce au logiciel, vous pouvez observer que telle région, il y a plus de besoins parce que, justement, ça peut traduire aussi d'un plus gros volume de voitures électriques dans cette région-là? Je ne sais pas, peut-être plus dans le nord, dans le sud, pour diverses raisons. Est-ce qu'on a un peu ce genre de visualisation, un peu, de la carte un peu de voitures électriques françaises, quoi, là?
Oui, c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de données publiques sur le nombre de voitures aussi, oui. et par zone. Donc, on peut descendre un maille assez fine. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Oui. L'intelligence est comment est-ce que je vais traduire ces nombres de véhicules électriques dans de l'énergie vendue sur les stations. Ouais, okay. Et c'est là où on regarde vraiment c'est du géomarketing. On va regarder vraiment le comportement hyper locaux. Combien de gens vont venir sur ce site et pourquoi et combien de temps ils vont rester. Et c'est ça qui nous permet de se projeter sur le long terme. Parce qu'effectivement, pour revenir à la question sur la rentabilité, on est sur des infrastructures lourdes. C'est-à-dire une station peut coûter entre 200 000 euros pour une petite station. Ça peut faire 1 million ou plus pour des grandes stations. Donc, on doit être très précis dans nos calculs, parce que la recharge, en moyenne, on est entre 10, 15, 20 euros la recharge. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de recharge pour rentabiliser les stations. Et ce qu'on fait, on va sécuriser le foncier, donc on va signer un bail avec l'exploitant sur des longues durées, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, 30 ans. Par exemple, dans les pays comme l'Italie et l'Espagne qui sont en retard sur la pénétration des véhicules électriques, on va signer des baux beaucoup plus longues, 25-30 ans. Okay. En France, le taux de pénétration, c'est à peu près 4%. Donc là, on va être sur des baux à 15-20 ans. Okay. Et ça nous donne l'horizon pour permettre de rentabiliser notre investissement. Et le retour sur l'investissement, il s'est fait, si on est sur une station vraiment bien dimensionnée, dans une zone dense où il y a beaucoup de trafic, on peut espérer 5-6 ans de retour sur investissement. C'est rapide, hein? Je trouve ça très rapide. Enfin, d'amortir l'investissement. Juste à commencer à gagner de l'argent. C'est long. Il faut un beau capital de départ. Je trouve. Voilà, mais en France, il n'y a pas beaucoup de sites qui sont ce potentiel-là. Et du coup, ça coûte plus cher. Donc voilà, il y a aussi cette dynamique-là. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Mais voilà, c'est ça l'ordre d'idée. Et après, sur des sites qui sont un peu moins fréquentés, on peut dire 10 ans. 10 ans, et donc on se laisse de la sécurité, parce qu'on a vu, par exemple, en 2024, on a pensé qu'il y aura plus de véhicules électriques vendus en France qu'en 2023. Malheureusement, c'était un peu moins, donc il y a tous ces phénomènes qui impactent fortement notre business plan. Un an de décalage, ça fait une grande différence pour nous. En fait, c'est fou, parce qu'il faut avoir vraiment une vision... c'est des investissements long terme, et il faut avoir une vision hyper court-termiste par rapport en fait, à l'évolution du marché. Et il faut jouer constamment tous les ans en fait avec ces deux piliers quoi. Enfin, c'est assez intéressant. Voilà. Après, il faut jouer aussi avec la technologie qui évolue. Donc, comme je disais, nos bornes 22 kW à l'époque, c'était très demandé par les utilisateurs. Sur les stations qui sont ouvertes au public, on a des bornes 22 kW. On voit plutôt une tendance à la baisse des volumes vendus sur ces bornes parce qu'il y a des bornes rapides qui sont installées autour. Donc, voilà, il y a ce côté technologique. Là, on voit quand même qu'il y a une tendance qui s'installe, que les bornes rapides deviennent la norme. La norme, c'est plutôt dans les 200 kW, sachant qu'en voiture, en moyenne, sur les stations, recharge à peu près à 60 kW. Ah, ok, c'est intéressant. Donc, il y a même un écart entre la perception de l'utilisateur qui dit 200 kW, je veux aller sur ces stations parce que 200 kW, c'est beaucoup, donc je vais recharger vite. Mais en réalité, la batterie tient la vitesse de recharge dépend de la puissance de la borne, 200 kW, mais de la limite de chargeur de la voiture. Donc, si la voiture peut recharger à 200 kW, qui est quand même assez rare, même si on a vu des BYD qui a sorti, voilà. On a de plus en plus d'architecture à 800 volts aussi qui permettent vraiment d'aller. Voilà, exactement. La moyenne aujourd'hui reste 60 kW. Okay. Et si on regarde tout le parc existant aujourd'hui, donc le 1,5 million de véhicules électriques en France, la puissance de pointe maximale moyenne du parc, c'est 120 kW. Voilà. Les 60, c'est en réel, en gros, c'est... Les 60 sont en réel, 120 kW, c'est le max moyen de toutes les voitures qui sont sur le marché. Et effectivement, il y a des voitures qui sont en 800 volts, mais ça reste aujourd'hui marginal. Donc, nous, il faut qu'on réfléchisse, quelle est l'accélération des voitures 800 volts qui vont venir sur le marché pour mettre des bornes puissante en face. Voilà. Donc c'est un industrie passionnant mais très très complexe. Je peux poser des questions moi aussi. Je me demande si est-ce qu'à un moment il va y avoir une limite physique ou technologique à l'augmentation des puissances ou alors quelque part c'est comme les microprocesseurs, je sais pas, dans 10 ans on chargera à 1000.
Alors, donc, Moore's Law qui s'applique du coup effectivement sur les microprocesseurs. Donc, effectivement, on divise par 2 chaque année le coût par puissance de calcul. En fait, on voit un certain phénomène parce que les bornes rapides sont en fait des électroniques de puissance. Donc, il y a l'électronique qui avance et qui a tendance à baisser avec le temps. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de l'utilité. Oui. Est-ce que c'est utile d'avoir des stations très très rapides qui vont devoir être alimentées par des câbles Enedis très très puissants et juste à certains endroits, c'est-à-dire c'est le modèle des stations essence. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre limité des stations, un endroit très précis, où on va aller chaque semaine, ou en fonction de notre trajet quotidien, à un endroit très précis pour mettre de l'énergie dans notre voiture. Moi, je pense que le modèle d'électrique, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on voit dans les pays nordiques qui sont plus en avance, c'est plus un modèle de distribuer, c'est-à-dire qu'on va recharger, on peut à la maison, on peut au travail, on peut sur les endroits, sur nos stations qui sont ouverts au public. Et finalement, on tire avantage d'un réseau électrique qui est partout versus une station essence où il y a un réservoir dans lequel il faut mettre de l'essence. Et voilà. C'est un autre mode de mettre de l'énergie dans sa voiture. Okay. Mais question que j'ai en lien, c'est justement, parce que BYD, on a un journaliste qui va essayer la borne 1000 kW en Chine dans 3 jours là, pour recharger en 7 minutes, je crois le 10 à 80%. Ma question, très simple, c'est qu'est-ce qu'il faudrait en France, là, si vous vouliez installer la borne BYD de 1000 kW sur l'une de vos infrastructures? Est-ce que ça serait possible techniquement? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, donc, si on veut installer une seule borne pour recharger une voiture à la fois, il faut tirer un gros câble. Ensuite, il faut regarder la taille des transformateurs, parce qu'on fait le réseau électrique, on a des centrales nucléaires, on a le réseau de transport, distribution, et à l'échelle d'un quartier ou d'une zone, on a un transformateur qui dessert la zone. Donc, ce qui est vraiment le facteur limitant, c'est la capacité de transformateur local. Okay. Les transformateurs locaux, c'est 2-3 mégawatts. Donc, si on veut mettre 3 bornes, on peut. Par contre, ça va être sur un seul site pour desservir quelques véhicules. Okay. Et pour que ça soit rentable, parce que ça coûte quand même le réseau électrique de telle puissance, ça coûte cher, il faut c'est une zone où il y a beaucoup de voitures qui vont venir quasiment en continu. Donc, je pense que techniquement, je pense que les limites techniques sont souvent pas la limite, mais c'est plus l'utilité, c'est le modèle économique. On parlait aussi de V2G, c'est une technologie qui existe depuis longtemps à l'échelle expérimentale. Renault, maintenant, il le fait l'expérimentation à grande échelle. En revanche, le modèle économique, il n'est pas encore là. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à faire, et c'est très simple, j'ai besoin de mettre de l'énergie dans ma batterie, pas de la sortir. Et donc, des modèles économiques, du coup, ne fonctionnent pas sur le V2G. Et c'est pour ça que je pense que le 1 MW, ça peut être bien, par exemple, pour des camions, où là, eux, ils ont une batterie qui fait 20 fois la taille d'une voiture. Ouais. Et là, il faut cette puissance de recharge. Mais les stations de camions, c'est compte... on a 150 000 bornes en France, il n'y a pas 150 000 bornes, stations de camions qui vont être déployées. Je change un peu de thématique. Il y a mon frère qui bosse dans la région angevine. Bon, je raconte un peu ma life, bref. Il organisait une course de cyclistes, etc. Il me dit, j'avais une bagnole électrique de la région, quoi, pour me déplacer. Il a kiffé, etc. Il me fait, par contre, au niveau des bornes, il y a des pannes, les trucs ne marchaient pas. C'est quoi un peu, du coup, les pannes qu'on rencontre le plus souvent sur les bornes de recharge? On a des données sur ça? On a des retours d'expérience, j'imagine, déjà? Alors, donc, il faut parler au niveau donc, de tout le réseau français. Et après, je vais vous dire les pannes que nous, on rencontre. Ouais. Au niveau de réseau français, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, il y a l'ADEME qui a cofinancé des stations de recharge un peu partout. Et l'idée, c'est d'émailler les territoires avec des bornes, du coup 22 kW souvent, pour un but très spécifique qui est psychologique, c'est la panne, c'est le peur de la panne.
Donc, on s'est dit que pour que les personnes sont rassurées à passer à l'électrique, il faut qu'il y ait des bornes partout. Donc, sauf que ces bornes-là ne sont pas installées aux endroits où il y a beaucoup de demandes. Parfois, oui, mais souvent, non. Donc, ils ne sont pas maintenus. Donc, ça veut dire que le logiciel, il n'est plus connecté à un système de supervision, donc on n'a plus la main. Les caches sont cassées, les disjoncteurs sont tombés, personne n'est venu faire la maintenance. Donc, il y a quand même tous ces phénomènes qui existent encore et qui persistent, qui fait que le taux de disponibilité du réseau français, il est plutôt bas, il est aux alentours de 82%. Et souvent, ça, c'est les réseaux régionaux. C'est un peu c'est ça. Souvent, moi, j'ai une voiture électrique depuis 2020, et les seuls moments où j'ai eu des problèmes, c'est les réseaux régionaux où, en effet, tu as l'impression que personne n'est venu voir la borne depuis 1 an au moins, quoi. Alors que j'ai l'impression que sur les réseaux un peu plus nationaux, comme le vôtre notamment, mais d'autres concurrents, j'ai l'impression qu'ils sont maintenus et que les gens, ils ont envie de gagner de l'argent et donc ils regardent si leur borne fonctionne, quoi. Voilà. Donc nous, on n'a pas seulement envie, mais on a la nécessité de gagner de l'argent. Ça veut dire que les bornes sont supervisées 24 heures sur 24. On a un service client qui est aussi disponible 24 heures sur 24. Donc, en cas de problème, vous appelez, notre centre est basé ici à Paris, va vous répondre, va vous dépanner. Ce qui fait que notre taux de disponibilité, c'est 99%. Wow. Et nous, souvent, le problème qu'on a, c'est des deux, on va dire, thématiques. Il y a le facteur humain. Il y a beaucoup des personnes qui sont aujourd'hui, pour la première fois, en voiture électrique. Donc, ils nous appellent juste pour savoir comment ça marche, comment je passe mon badge, comment je télécharge l'application, comment je branche le véhicule. Et c'est bête, mais il faut vraiment brancher jusqu'au bout pour que ça recharge. Mais voilà, donc il y a cet acte que j'appelle facteur humain. Et après, il y a pas mal plus le temps avance, plus le terre se réchauffe. Et du coup, on a le facteur climatique qui entre en jeu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les équipements électriques n'aiment pas la chaleur. Et du coup, il y a des systèmes de sécurité qui font que la borne, quand ça surchauffe, ça va baisser en puissance. Et donc, ça peut donner le sentiment de panne, mais en fait, c'est pas en panne, c'est juste qu'il fait chaud. Donc, c'est ces deux phénomènes que nous, on rencontre sur notre réseau. Et alors, Jibus qui nous pose la question, pas trop de vol de câbles sur les bornes. Il y en a? Ouais, il y en a beaucoup. Alors, c'est une excellente question. Donc, on commence à voir. Alors, ça reste aujourd'hui très marginal. Je pense que c'est moins de 1% de nos bornes qui ont subi des vols de câbles. Je pense qu'on a plus des bornes qui étaient tamponnées par des voitures, malgré les arceaux de protection, que par des vols de câbles. Mais je sais qu'on a des confrères qui subissent de plus en plus ce phénomène. Et c'est vraiment dommage parce que finalement, on ne gagne pas grand-chose, mais on cause beaucoup de dégâts pour les utilisateurs. Parce que de remplacer un câble, c'est quand même toute une logistique à avoir. On nous pose une autre question, c'est plus une remarque, une question. Vivement que l'on paye juste avec une carte bancaire, ce serait plus simple pour tout le monde. J'ai cru comprendre que fallait avoir 10 000 cartes ou 10 000 badges, etc. Un peu parfois. C'est en train de changer. La foire aux cartes, quoi. Comment ça se passe finalement le paiement? Vous, c'est avec une carte bancaire, il faut avoir un badge un peu spécial. Alors, donc depuis le début, nous, on s'est dit, il faut que l'acte soit le plus simple possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur nos bornes, vous pouvez payer avec carte bancaire, avec quasiment tous les opérateurs de mobilité, donc avec la carte des opérateurs. Et on va voir si avec la vôtre aussi. Commerce, ouais. On va faire du business là? Je rigole. Bien sûr. Pardon. Et après, avec notre application qui permet de géolocaliser les bornes, de suivre la recharge en temps réel. Et grâce à notre application, on peut aller encore mieux que ça. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin des cartes bancaires. On met la carte bancaire sur notre application. Et grâce à la fonction auto-charge, ça s'appelle, on authentifie la voiture dans notre application. La première fois, il y a un acte à faire sur la borne, mais toutes les prochaines fois, sur toutes nos bornes, vous branchez la voiture et ça recharge automatiquement sans acte supplémentaire. Donc, nous, on croit vraiment que c'est ça le futur, c'est-à-dire que la voiture, tu la branches la borne, tu le branches à la voiture et la communication se passe entre les deux sans action manuelle de la part de conducteur. Et ça permettra de réduire le temps de recharge à quelques secondes, du coup, encore moins qu'aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de concurrence.
Comment ça se passe ? En fait, il y a des appels d'offres, il y a un site, il y a un appel d'offres, et du coup, il y a plusieurs entreprises comme la vôtre qui vont se positionner sur l'appel d'offres. Comment on attribue finalement à une entreprise, pourquoi à telle entreprise, pourquoi pas à l'autre, la possibilité d'exploiter des bornes de recharge à tel endroit ? Alors, donc, sur les appels d'offres, on peut distinguer deux grandes familles, les entreprises privées qui peuvent lancer des appels d'offres et les entités publiques. Donc, si c'est une entité publique, et d'ailleurs, on vient de gagner il y a 1 ou 2 mois un appel d'offres public en Ille-et-Vilaine pour équiper quelques sites dans cette région. C'est un appel d'offres très normé, avec des dates limites, avec un certain nombre de pièces administratives à mettre. Il faut démontrer sa solidité financière. Bien sûr, c'est important. Je disais qu'il faut investir potentiellement 1 million d'euros dans une station, donc il faut avoir les capitaux pour le faire et pas juste promettre qu'on va les avoir. Donc ça, c'est important. Et après, sur les appels d'offres privés, c'est, on va dire, du gré à gré. Donc souvent, on est avec notre équipe commerciale, on est à l'écoute du marché. On va faire de démarchage commercial auprès de différents comptes. Et lorsqu'ils décident de dire « Ok, j'ai des sites à équiper », dans ce cas-là, on va répondre. Et là, c'est beaucoup plus de gré à gré. Et c'est en discussion directe. On a beaucoup plus la possibilité en direct de mettre en valeur nos atouts. Ok. Ça met combien de temps installer une borne de recharge ? Alors, la mise en service, imagine, on part from scratch, quoi. Il n'y a rien du tout. Il y a des travaux, j'imagine. Voilà. Donc le temps effectif sur le site pour faire les tranchées, installer la borne et les mettre en service, c'est relativement court. C'est-à-dire que nous, on le fait entre 2 et 3 semaines. Par contre, le chemin critique, c'est le raccordement au réseau électrique. Le raccord, oui. Et c'est pas seulement le travail de raccordement, mais il y a des étapes administratives. Donc, il faut faire la demande de raccordement. Il faut que ça soit étudié. Il faut qu'on paye du coup les études. Ensuite, il y a des travaux qui sont lancés. Donc, en moyenne, on va avoir des stations opérationnelles entre 9 et 15 mois après avoir lancé officiellement un chantier. C'est quand même costaud, quoi. Ça peut faire le lien avec une de mes questions. Alors, la question, c'était, est-ce qu'il y a un défi technologique actuellement que vous rencontrez, alors pas forcément vous, mais toute la filière, j'imagine, que s'il est résolu, ça permettrait vraiment de faire sauter des verrous, ou est-ce que finalement, c'est plus les défis administratifs, comme vous venez un peu de décrire, qui mettent des bâtons dans les roues et qui empêchent vraiment de faire tout ce que vous voulez rapidement ? Alors là, on parlait de la partie déploiement, donc très construction opérationnelle. Ce qui est bien en France, et ce n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est qu'on a une plateforme que Enedis a mis à la disposition de tout le monde, dans laquelle on peut regarder et on peut voir à n'importe quel moment la puissance disponible sur le site. Donc ça nous aide beaucoup pour dire, mais ce site, il est viable avec notre station et ce site n'est pas viable. Donc ça, c'est déjà technologiquement, d'avoir ces technologies, ça nous aide beaucoup et ça accélère le processus. Après, si on passe côté utilisateur, donc conducteur de véhicules électriques, donc je parlais de AutoCharge, il y a un autre protocole qui devient de plus en plus répandu qui est Plug and Charge, où là, il n'y a même pas besoin de s'enregistrer sur une application, c'est directement, tout passe par le câble entre la borne. Voilà, c'est la transaction financière, l'électricité, toute l'information passe par le câble. Et après, nous, de notre côté, on investit beaucoup notamment dans l'IA pour faire de la maintenance préventive. Ça, c'est important parce que ça permet d'optimiser nos coûts tout en ciblant les bornes qui sont vraiment, vraiment en panne. Et pour vous donner un exemple, si on a une borne qui nous remonte un défaut, nous, on le voit, il est traité. Par contre, parfois, les bornes ne remontent pas des défauts. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des analyses big data pour dire, en fait, il y a ces stations qui n'ont pas été utilisées, on va dire, sur sa fréquence normale. Donc, il y a potentiellement un souci. Donc, ça nous permet de prioriser les interventions. Et dans le même état d'esprit, en termes de défis, est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce qu'il y a plus de défis d'installer une charge ultra rapide par rapport à une charge moyennement rapide ou peu rapide? Est-ce qu'il y a des différences dans l'installation de ces bornes, de ces stations? Honnêtement, il n'y a pas de grandes différences, mis à part qu'il faut un groupe pour lever les bornes rapides qui pèsent beaucoup plus.
on est en train de parler des 300-400 kilos au lieu de 50. Donc ça c'est en différence. Mais à part ça, c'est les mêmes tranchées, c'est les mêmes câbles, juste plus grands. Des transformateurs aussi à mettre en place. Mais globalement, en termes de métier, ça reste un métier très, très similaire. Et est-ce que vous vous inspirez de Tesla? Parce que je sais que Tesla, par exemple, je crois que c'est aux États-Unis maintenant, ils ont tout sur des préfabriqués ou des blocs de béton. Ils arrivent avec le camion, paf, ils posent le truc. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes qui vous ont inspiré? Est-ce qu'ils sont un peu en avance sur certains trucs? Est-ce qu'ils ont montré la voie? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau chez eux et tout le monde le fait déjà ou... Alors, on a étudié cette question. Effectivement, qu'est-ce qui est plus simple, de faire des tranchées, faire les massifs sur site, ou plutôt de faire toute une usine préfabriquée et venir poser l'ensemble de la station. On n'a pas remarqué des grandes différences de coûts, même s'il peut y avoir certaines optimisations, parce que du coup, tu fais le travail en usine, tu peux avoir plus de précision. Mais finalement, on n'est pas sur la précision chirurgicale. On est quand même sur le parking où on n'est pas au nanomètre près, on n'est pas au millimètre près. Donc, on peut faire des ajustements. Donc, de faire sur site, on a plutôt opté pour cette solution. Après, ça n'empêche pas d'avoir des stations standards. Ça, c'est très important. On ne peut pas se permettre de dire que sur ce site, je vais mettre les bornes, de telle distance entre les bornes, et 3 bandes, sur notre site 2, parce qu'on va avoir énormément de configurations à gérer, et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui coûte cher, de gérer beaucoup de configurations. Donc on a des stations standards, 1, 2, 3 bandes, et c'est la station standard qui est toujours déployée. On entre dans une logique de lean manufacturing beaucoup plus que juste de chaque fois faire des sites customisés qui génèrent beaucoup de coûts. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup Yon pour toutes ces réponses. 2 sujets passionnants. J'ai trouvé ça